Vous êtes bien sur la télévision du Burkina. Merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée, dont voici le sommaire. Les lampions se sont éteints hier sur la fête du cinéma africain 25e édition. Avec le sacre de féliciter le franco-sénégalais Alain Gomis entre ainsi au Panthéon du FESPACO en rapportant pour la deuxième fois la plus haute distinction, les talons d'or de Yenenga, le palmarès en début de journal. La famine trouble actuellement la vue des Somaliens. Une centaine de morts à moins de 48 heures, principalement des enfants. 1,5 million de personnes sont affectées par cette crise alimentaire. Pour le gouvernement somalien, la situation est en partie due à la sécheresse considérée comme une catastrophe nationale. Et puis un invité dans ce journal à quelques heures de l'introduction du vaccin MENAFRICVAC dans la vaccination de routine. On en parle avec le docteur Isaïe Meda, le directeur de la prévention par la vaccination. Bienvenue, monsieur Meda. Merci. Vous l'avez suivi en direct hier sur nos antennes. Le franco-sénégalais Alain Gomis a remporté les talons d'or de Yenenga du 25e FESPACO avec son long métrage Félicité. Apolline Traoré brandit le prix Paul Robson avec son film Frontières. Adama Rwamba Sentir avec le prix du meilleur scénario. Et oui, une vingtaine de prix ont été décernés dans les différentes catégories au cours de cette cérémonie de clôture rehaussée par la présence du président du Faso et son homologue de la Côte d'Ivoire. Le film avec Ibrahima Sombié et Aruna Mari. Alain Gomis est l'étalon d'or de Yenenga pour la deuxième fois. Son long métrage Félicité, tourné à Kinshasa, s'est imposé à ce 25e FESPACO. C'est un trophée remis pour la première fois par deux présidents, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Le cinéaste franco-sénégalais a dédié son prix aux jeunes réalisateurs du continent. Je pense que c'est un encouragement à continuer à se battre, à dire que ce film, vraiment, c'est un film qui est sur la dignité, qui essaye de parler de la vie aussi des quartiers populaires, des gens qui se battent tous les jours pour avoir justement de quoi s'occuper, avoir un toit, avoir de quoi manger, etc. Des petites choses, mais qui sont essentielles, de dire que c'est eux, en fait, vraiment, qui peuvent s'aimer. L'idée, c'est de parler de respect de soi-même. C'est comme quand on dit, oui, vous êtes là au FESPACO, la prochaine fois, ce sera Cannes. Le FESPACO, c'est assez important. C'est ici, pour moi, c'était vraiment important d'être ici, au FESPACO à nouveau, d'affirmer l'importance de ce festival pour moi. L'étalon d'argent a galopé en direction du Béninois Sylvestre Amousso. Le bronze est allé au Marocain Saïd Khalafa. Le prix Oumaruganda et le poulon d'or tombent également dans les mains de deux autres Marocains, Lotfi Bouchichi et Violaine Mariam Belletta. Le film Frontières de Apolline Traoré rafle 3 prix. Le prix Paul Robson, le prix d'Assé Diao et celui du Conseil de l'Entente. Adama Rwamba repart avec le prix du meilleur scénario. Abdoulahad Ouene du Sénégal, lui s'impose dans la catégorie série télévisuelle avec son film Tundu Wundu. Le premier prix dans la catégorie film documentaire revient aussi à Ousmane Mbaye du Sénégal. Une trentaine de prix d'un montant de plus de 145 millions de francs CFA ont été décernés aux cinéastes, selon le délégué général du FESPACO. Il donne rendez-vous du 23 février au 2 mars 2019 pour la célébration du jubilé d'or du FESPACO. Aruna Mare, juste après les proclamations, le film Étalon d'or de Yenenga a été projeté au ciné Burkina. Tradition donc respectée, Paul Kaba Tiba et quelques membres de son gouvernement ont aussi fait le déplacement pour revivre Félicité. Pour le chef du gouvernement burkinabé, c'est plutôt le cinéma africain qui a gagné en maturité. Issaka Ouedraogo et Draman Guéni, reportage. C'est une coutume pour les autorités burkinabées de suivre la projection de l'étalon d'or de Yenenga. Le film africain de l'année Félicité de Alain Gomis retient ici au ciné Burkina l'attention de Paul Kaba Tiba et quelques membres de son gouvernement. C'était un film très complexe. J'aurais aimé bien pouvoir discuter avec le réalisateur pour comprendre toute la complexité, toute la richesse de ce film qui montre véritablement le grand progrès que le cinéma africain a connu de manière générale. Je pense que je n'ai pas vu les autres films, mais je suis certain que le jury vraiment ne s'est pas trompé. C'est un très grand film. Après une semaine de projection et de critiques cinématographiques,
Paul Kabatieba estime que c'est un pari gagné. Pour lui, il n'y a pas eu de perdant ni de gagnant, mais tout simplement, c'est le cinéma africain qui grandit. Que les jeunes Africains soient arrivés ici avec des œuvres diverses, des œuvres d'une richesse aussi élevée, d'une qualité aussi élevée. Je pense que ceux qui ont été primés, ceux qui n'ont pas été primés, moi je pense qu'il faut encourager tout le monde. Il faut encourager tout le monde à continuer à travailler de manière à ce que vraiment notre cinéma gagne d'année en année en qualité. Félicité est un film qui retrace la face cachée des relations humaines et la cruauté de la ville. Avec Félicité, le franco-sénégalais Alain Gomis décroche son deuxième étalon d'or de Yenenga, une deuxième dans l'histoire du FESPACO, après le doublé du Malien Suleiman Sissé. Comme annoncé en début de journal, nous parlons santé dans ce Midi Magazine, précisément de l'introduction d'un nouveau vaccin, le MENAFRICAVAX, pour lutter contre les épidémies de méningite à méningocoque A dans la vaccination de routine c'est à partir de demain 6 mars sur toute l'étendue du territoire national. Docteur Meda, c'est quoi le vaccin MENAFRICAVAX? Bien, merci Draman Dayan. Il faut dire que notre pays vit malheureusement de façon récurrente des épidémies de méningite. Et depuis avant 2010, ces épidémies-là étaient dues justement particulièrement au méningocoque de type A. Vous vous souvenez des épidémies de 96, de 97 et de 2002. Donc ce n'est pas le seul germe qui provoque les méningites, mais c'était le germe en tout cas qui avait causé les épidémies les plus meurtrières. Et face à cela, l'industrie pharmaceutique a développé un nouveau vaccin, ce qu'on appelle le MENAFRIVAC, pour faire face à ces situations. Alors, donc, c'est ainsi qu'en 2010, le Burkina Faso a été le premier pays et a mené une campagne nationale de masse contre la méningite de type A et qui avait couvert à cette époque 11 425 391 Burkinabés âgés de 1 à 29 ans. Alors, depuis cette campagne, ça dit que cette campagne a été tellement efficace, ça dit que le vaccin a tellement été efficace que depuis lors, on n'a plus connu d'épidémie due à ce germe-là. Alors donc, cette réussite extraordinaire a conduit le gouvernement, et avec l'ensemble de ses partenaires, notamment avec l'appui financier de Gavi Alliance, à décider d'introduire ce vaccin-là dans la routine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce vaccin-là va faire partie du lot de vaccins que les enfants burkinabés sont en droit de recevoir, c'est-à-dire de 0 à 15 mois. Donc, il va faire partie justement de ce lot de ces vaccins-là. Au moment où nous parlons, est-ce qu'il y a un cas déclaré de méningite au Burkina? Non, actuellement, nous ne sommes pas en épidémie de méningite au Burkina. Il y a des cas sporadiques, mais je vous dis, depuis la campagne jusqu'à ce jour, il n'y a eu seulement que 4 cas dus à ce germe de type A. Voilà, donc c'est un succès extraordinaire et le gouvernement a décidé vraiment de saisir cette opportunité-là pour que ça ne soit plus de façon épisodique et de permettre aux enfants continuellement d'avoir ce vaccin-là dans l'arsenal, en tout cas vaccinal au Burkina Faso. La campagne est prévue pour demain 6 mars sur toute l'étendue du territoire national, mais concrètement, comment cela va se passer? Alors, juste pour vous corriger, ce n'est pas une campagne. Ça dit justement parce que cette vaccination va se faire de façon routinière. Ça veut dire que, contrairement aux autres fois où les gens allaient de porte à porte pour vacciner, non, ça veut dire que les gens seront vaccinés, les enfants seront vaccinés au point habituel, c'est-à-dire dans les centres de santé et au lieu habituel connu des populations pour la vaccination. Donc, c'est une vaccination de masse? Non, ce n'est plus une vaccination de masse, c'est une vaccination de routine. Ça veut dire que l'enfant va recevoir ce vaccin-là au lieu habituel où il reçoit ce vaccin. Ça veut dire, par exemple, dans les formations sanitaires, comme je l'ai dit, les lieux de marché, les lieux de culte, etc., les écoles, etc., mais arrêter de commettre accord avec les gens de santé. Donc, normalement, dans chaque quartier, dans chaque secteur, dans chaque village, les gens savent où ils vont pour recevoir ce vaccin habituellement. Donc, il est important de dire que ce n'est pas une campagne, que les gens n'attendent pas que les gens de santé viennent dans les maisons, mais qu'ils aillent dans les centres de santé et dans les lieux de vaccination connus déjà. Il existe beaucoup de vaccinations contre la méningite, ça on le sait. Et quel avantage
que le Burkina gagnerait avec l'introduction du MEN Africavax? Alors, votre question est très importante et justement, on a constaté qu'il y a eu des confusions. Lors de la campagne de rattrapage qui a eu lieu en novembre, parce que les enfants qui n'avaient pas, en tout cas, un an ou quelque chose en 2010 et qui sont nés après, donc les enfants de 1 à 6 ans, si on compte de 2006 à 2016, il fallait rattraper le lot de cette cohorte d'enfants-là en 2016 avant d'introduire le vaccin. Comme ça, tout le monde est au même pied d'égalité. Alors, on a pu constater, particulièrement en ville, les gens ont fait une confusion. Les gens disaient parce que dans les écoles, certaines écoles disaient que les parents disent que leurs enfants est à jour de la vaccination. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas le même vaccin. Parce que il y a ce que vous connaissez, les vaccins habituels, c'est-à-dire il y a le bivalent AC, donc qui comprend le type le vaccin de type A, et il y a aussi le tétravalent AC et YW, hein, qui contient aussi encore le A. Mais ce vaccin est totalement différent, parce que ces vaccins dont je viens de parler sont des vaccins dits polysaccharides, qui protègent au maximum pour 3 ans. Mais celui-là, le MEN-Afrivac, c'est un vaccin dit conjugué et qui a une plus longue durée de production, de protection, c'est-à-dire 10 ans au maximum. C'est un des grands avantages, c'est-à-dire 10 ans, ça c'est un avantage. Contre 3 pour les oui, autres. il réduit le portage de la bactérie dans la gorge, parce qu'habituellement, ce type-là a l'habitude de se réfugier, d'hiberner dans la gorge des gens, même si vous ne tombez pas malade. Donc, vous êtes un porteur sain. Mais en même temps, vous avez la capacité de transmettre le germe à d'autres personnes. Donc, ça diminue du coup aussi le portage de cette bactérie-là au niveau de la gorge, ce qui est très, très, très important. Troisième avantage, ça renforce l'immunité antitétanique. C'est-à-dire ceux qui sont vaccinés contre le tétanos, les femmes qui sont vaccinées, autres là, donc ça renforce l'immunité antitétanique. Comme on appelle, quatrième avantage, c'est que ça procure ce qu'on appelle une immunité collective. L'immunité collective, c'est quoi? Ça veut dire que si vous avez au sein d'une population, vous avez une grande majorité qui a été vaccinée, hein, et qu'il y a quelques-uns seulement qui ne sont pas vaccinés, ces quelques-uns qui ne sont pas vaccinés bénéficient de la protection due aux enfants qui sont vaccinés parce que le germe ne pourra pas vraiment traverser toutes les barrières pour y arriver. Donc voilà 4 avantages que confère ce vaccin-là. Et vous verrez que dans les carnets de vaccination, on mettra un cachet, hein, MEN-Afrivac. Voilà, donc MEN-Afrivac, que les gens se rassurent que ce n'est pas la même chose que le vaccin qui circulait jusqu'à l'heure où je vous parle, autant que je sache, le MEN-Afrivac n'est pas encore disponible dans le secteur privé. Donc, c'est un vaccin qui est au public et que les enfants, tous les enfants doivent en profiter. On le sait, quand on parle de vaccination, il y a une certaine réticence. Docteur, quel est votre message à l'adresse de la population? Oui, et justement, c'est pour justement dire appeler les politiques. Quand je dis les politiques, les autorités administratives et politiques, les maires de communes, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les centres de santé au niveau périphérique relèvent de la gestion des conseils municipaux et les ONG et les associations diverses, en tout cas les religieux, les coutumiers, tous ceux-là qui ont une influence sur les populations, vraiment à sensibiliser autour d'elles-mêmes, et dans les familles et à toutes les occasions pour que les gens adhèrent massivement parce que la méningite a beaucoup tué par le passé au Burkina et nous avons tout fait pour que cette maladie-là ne continue plus de tuer et que les enfants puissent avoir les vaccins, tous les autres vaccins d'ailleurs, mais particulièrement pour le vaccin contre la méningite de type A, le MEN-Afrivac, et qui protège pour 10 ans et qui concerne les enfants de 15 mois. Alors 15 mois, donc on a mis ce vaccin. Mais de façon exceptionnelle, on peut faire un rattrapage. Si à 15 mois, l'enfant n'est pas vacciné, je dis bien de façon exceptionnelle, ce n'est pas la règle. La règle, c'est 15 mois. Alors de façon exceptionnelle, si un enfant a échappé pour Y ou X raison, alors au 16e mois, on peut le rattraper, au 17e mois, on peut le rattraper, au 18e mois, on peut le rattraper. Mais passé 18 mois, on ne peut plus. Donc vraiment, c'est un appel pour que les gens puissent faire vacciner les enfants aux séquences retenues et à l'heure.
Voilà. Je rappelle que ça commence demain. Merci, docteur Isaïe Meda, pour toutes ces précisions sur le vaccin MEN Africa Vax. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Cap sur Kaya, dans la région du centre-nord, pour les conclusions des premières journées parlementaires du MPP. Les 112 heures de réflexion des députés du mouvement du peuple pour le progrès sont assorties de propositions pour faciliter la mise en œuvre du PNDS, le nouveau référentiel de développement du pays. Issa Kafando, Adama Koulibaly. À cette première journée parlementaire 2017 du groupe parlementaire MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, la réflexion a porté sur la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. Pour les députés de ce parti, des efforts doivent être faits à tous les niveaux de la vie nationale pour l'atteinte des objectifs consignés dans cette feuille de route du quinquennat du président. Premièrement, il faut regarder le contexte sécuritaire. Nous avions dit que nous ne pouvons pas faire des réalisations, nous ne pouvons pas mettre ce PNDS-là en œuvre correctement tant que nous avons des problèmes au niveau de la sécurité. Nous avons dit également qu'il fallait en tout cas un langage de vérité avec les partenaires sociaux pour que le travail puisse se faire convenablement. Vous avez suivi un peu avec les grèves tout azimut, il est quasi impossible de travailler, on ne peut pas travailler dans une certaine sérénité. Nous avons également demandé l'opérationnalisation, c'est-à-dire que l'appropriation du PNDS par toutes les composantes de la société. Enfin, nous avons estimé également, à quelque part, nous avons dit qu'il fallait traduire les documents dans les langues nationales. Le groupe parlementaire MPP, à l'issue de ces travaux, a fait des recommandations à l'endroit de l'exécutif. Tout en condamnant les attaques perpétrées contre le Burkina, il exhorte le gouvernement à prendre une résolution ferme pour faire face au terrorisme par tous les moyens. En outre, il invite le gouvernement à l'amélioration de sa communication pour plus de visibilité dans ses actions. Autre point de l'actualité, il est désormais possible d'enregistrer un enfant dès sa naissance à l'aide d'un téléphone portable. Et cela grâce à une application dénommée e-Civil. Cette technologie a même séduit Michael Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, au cours de sa visite à la maternité du centre de santé Chifra. Le point avec Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Bébé Karanga n'a que quelques heures de vie. Il n'a même pas encore de prénom, mais il est déjà comptabilisé au sein de la population burkinabé. Nous sommes à la maternité de Chifra et ici, les naissances s'enregistrent juste à l'aide d'un téléphone portable et grâce à une application mise en place par Adama Sawadoukou. C'est cette révolution technologique en matière d'enregistrement des naissances que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est venue découvrir. Te voilà citoyenne. Ce dispositif, les mamans qui savent que désormais, elles n'ont pas à faire des multiples démarches pour enregistrer leur enfant. Grâce à la nouvelle technologie, automatiquement, vous avez vu le processus, le bracelet, la captation des données avec un téléphone. On remplit, on compile on recueille toutes les informations et les données sur l'identité de cet enfant. Et c'est envoyé directement sur le serveur et ça rentre dans le circuit d'état civil du pays. Donc la chose est instantanée. Instantanée, mais pas seulement. Même dans les contrées les plus reculées, ce système de e-civil est applicable. Nous n'utilisons pas Internet, nous utilisons le réseau GSM, c'est simplement le SMS que nous envoyons. Tout a été configuré, tout a été conçu avec les réalités de Burkina Faso qui sont les mêmes dans les autres pays d'Afrique. Le e-civil est en expérimentation dans 10 maternités de Ouagadougou. Et à ce jour, plus de 1000 enfants ont été déjà enregistrés. Et à en croire le maire de la capitale, sa vulgarisation ne saurait tarder encore. Calendrier chargé pour la secrétaire générale de l'OIF. Hier, elle était également face aux femmes chefs d'entreprise. Une rencontre d'échange sur la problématique de l'entrepreneuriat féminin, des difficultés ces femmes en rencontrent au quotidien. Et avec Michael Jean, il a été question des mesures à prendre pour booster l'entrepreneuriat féminin au Burkina. Nongba Kouda, Estelle Judith Assogba.
C'est une rencontre entre femmes. Pour les hommes ici présents, la secrétaire générale de l'OIF leur demande de mettre leur intelligence aux côtés de ces femmes pour les soutenir. La rencontre se déroule à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Michael Jean prend connaissance des difficultés auxquelles font face ces femmes chefs d'entreprise dans la conduite de leurs affaires. Beaucoup de femmes s'investissent dans le domaine de l'entrepreneuriat et avec les faibles moyens, les faibles compétences et également les difficultés surtout d'accès au financement. Ces femmes ont énuméré les maux qui freinent leur entreprise de prendre de l'envol. Pour les aider à surmonter ces difficultés, la secrétaire générale de l'OIF dévoile une batterie de stratégies à mettre en place. Combien d'entreprises se créent et meurent malheureusement sans avoir eu le temps de vraiment démarrer. Et c'est là que les incubateurs prennent tout leur sens. C'est là qu'intervient l'OIF pour appuyer le renforcement de l'environnement entrepreneurial sur le plan, je le disais, réglementaire, administratif, financier, normatif, stratégique, savoir bien mettre en relief et fortifier vos plans d'affaires pour que vous puissiez les porter et entrer dans la compétitivité. Une initiative très louable et je pense quand même que ça sera encore très bien qu'elle refasse encore ces genres d'initiatives qui permettront vraiment aux femmes de pouvoir trouver des réponses face à leurs préoccupations. Ces femmes chefs d'entreprise ont bon espoir que le leadership de la secrétaire générale de l'OIF contribuera à encourager les gouvernants à persévérer et à intensifier les efforts pour l'autonomisation économique des femmes. L'or ou le métal jaune, ce bien précieux, le Burkina en dispose. Malheureusement, sur 10 tonnes d'or attendues chaque année, plus de la moitié échappe au contrôle. Face à la situation, le département en charge des mines attend désormais mettre de l'ordre dans le secteur avec un avant-projet de loi sur la commercialisation du métal jaune et autres biens précieux. Le texte est actuellement en rédaction à Koudougou avant d'être déposé sur la table des députés au cours de cette session. Girard Sommet et Zalissa Sanfo pour le compte-rendu. Stop à la fraude sur la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. C'est le message que le ministère des Mines et des Carrières veut faire passer à tous les acteurs du domaine à travers cet avant-projet de loi qui prend forme ici à Koudougou. Notre ambition est d'aller très vite dans l'encadrement et l'organisation, disons, de ce secteur-là et de la commercialisation de l'or pour permettre à ce que l'ensemble des acteurs qui veulent travailler puissent trouver un espace, j'allais dire, confortable. Les espoirs sont nombreux avec cet avant-projet de loi. Si elle est adoptée à l'Assemblée nationale au cours de cette présente session, elle pourrait aider à assainir le milieu. Depuis la libéralisation du commerce de l'or, nous nous sommes retrouvés avec plus d'une centaine de comptoirs privés de commercialisation et cela n'est pas toujours facile. Les statistiques nous montrent visiblement que sur une attente, j'allais dire, d'exportation qui devait excéder les 10 tonnes. Nous sommes autour d'une tonne et demie. L'atelier va durer 2 jours. 2 jours pour peaufiner et valider cet avant-projet de loi, afin qu'il ne souffre d'aucun débat lorsqu'il sera soumis au vote des députés. Le handicap n'est pas une fatalité et pourtant ils sont nombreux à s'adonner à la mendicité après avoir perdu la vue. Roger Dayou, handicap visuel, n'est pas de ceux-là. Il a perdu la vue depuis 1998 et a choisi de mener comme activité l'entretien des puits à Dédougou. Et ce métier de puisatier qu'il mène depuis 2002 lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Allons à sa découverte avec Yacouba Goro. Il est 8 heures au secteur de Dédougou lorsque Roger Dayo, un handicapé visuel, quitte son domicile. Guidé par sa femme, il part à la recherche de son pain quotidien. Et ce n'est pas pour mendier, comme la plupart des aveugles ou malvoyants. Roger Dayo est un puisatier. Quand tu as perdu la vue comme ça, là, au lieu de rester,
mendier là, bon, vraiment, il faut avoir le courage aussi, si tu as un peu de force. Bon, donc, moi, vraiment, je me suis donné carrément, essayer de faire pour moi-même, voilà, pour gagner, bon, mon pain aussi, quoi. Et c'est ici, dans la ferme de Assimi Kone, située à environ 5 km de la ville de Dédougou, que Roger Dayo doit creuser 4 puits. Avant de commencer à creuser, il doit d'abord chercher les points d'eau. Donc quand c'est bon... Ici, là. Tu sais, quand il fait comme ça, voilà, quand ça soulève lui-même comme ça... Ça soulève lui-même? Oui, la puissance de l'eau soulève sur le bois là. C'est avec les arbres fraîches, là, les branches des arbres fraîches, on cherche l'eau. Bon, puis bon, je peux dire que ça, c'est un don de Dieu. Parce que la manière il faut chercher l'eau, bon, le remarque même, bon, le remarque vient à toi, quoi. Tu vois comment, bon, est la situation de bois là, ça les signes que ça va te donner. Voilà. Donc tu sais qu'il y a beaucoup d'eau ici, il y a un peu d'eau ici. Une fois le point d'eau trouvé à travers cette technique de recherche, Roger Dayo peut commencer son travail. Et c'est au-delà de 2 mètres de profondeur qu'il sollicite l'aide de sa femme. Cela fait 19 ans que Roger Dayo a perdu la vue. C'est quelqu'un qui m'a fait ça, quoi. Voilà. Je peux dire que c'est un accident. Avant de s'adonner à cette activité de puisatier, il menait d'autres activités malgré son handicap. Bon, j'étais apprenti maçon. Alors, bon, quand j'ai perdu la vie, bon, j'ai commencé, puis je confectionnais les briques en ciment avec les gens. Je pouvais mélanger le ciment là donné et le voyant, lui, il confectionne. Bon, et bon, après 3 ans, bon, moi j'ai lâché et puis essayé de faire pour moi-même. Et j'ai commencé à creuser les WC, bon, les trous des arbres, et ensuite les puits même. Pour creuser un puits, il n'y a pas de prix fixe. Le prix varie entre 30 000 et 125 000 francs CFA selon Roger Dayo. On creuse les mètres souvent, bon, à 4 000 actuellement. Les puits très profonds, les puits qui vaut les 30 mètres, bon, 28 mètres ou bien les 26 mètres là. Ça, bon, ça, on peut atteindre ça jusqu'à 125 000 francs à 100 000. Âgé de 53 ans, Roger Dayo est marié et père de 4 enfants. Et c'est cette activité qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Je paye les vivres moi-même pour mes enfants, leur habillement. En cas de cas, si bon, un malade chez moi, je peux les sauver avec ça. Il paye aussi la scolarité de ses enfants. Roger Dayo vit souvent des périodes de vaches maigres car il y a beaucoup de puisatiers à Dédougou. Mais il est le seul handicapé visuel à mener cette activité dans la cité de Bankoui et beaucoup apprécient son travail. Voilà un reportage de Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Dans tout autre registre, pour ceux qui ne le savent pas, l'une des potentialités du Bazega, c'est bien ses fruits et légumes produits en quantité tout au long de l'année. Comment réconcilier alors production et compétitivité? La thématique est abordée depuis hier à l'ouverture de la 4e édition des journées promotionnelles des fruits et légumes du Bazega, une production désormais orientée vers l'utilisation des pesticides bio, surtout des pesticides à base de substrats de plantes. Gérard Sommet, Yolande Lampo. Presque à tout moment de l'année dans la province du Bazinga, d'importantes quantités de produits maraîchers et fruitiers à forte valeur nutritive sont récoltés. Ces journées promotionnelles 4e du genre offrent l'occasion à plus de 600 producteurs répartis dans 50 groupements d'aller à la recherche du marché extérieur en plus du marché local. L'idéal d'abord, c'était pour réunir les producteurs pour qu'on parle de même langage. Bon, on voit maintenant que les partenaires techniques et financiers ont commencé maintenant à nous donner leur confiance. Et en plus de ça, les producteurs aussi, quand on fait une petite remarque, on sait qu'il y a un petit changement sur les techniques culturelles et autres. À titre d'exemple, rien que pour la campagne 2014-2015, 3 709 tonnes de tomates, 11 720 tonnes d'oignons et plus de 15 000 tonnes de mangue ont été produites. Il se trouve que l'écoulement pose problème. C'est pourquoi l'Union provinciale a émis l'idée, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, d'instituer des journées pour pouvoir
promouvoir les produits. Au moment où la communauté internationale a pris conscience qu'il fallait des méthodes plus respectueuses de l'homme et de l'environnement, les producteurs ont été invités à se tourner vers des pesticides bio, question de réduire le coût de production et l'absence de toxicité. Ceux d'entre eux qui se sont distingués lors de l'évaluation organisée à cet effet ont été récompensés. Dans l'actualité hors de chez nous, la famine fait actuellement rage en Somalie. 1,5 million de personnes sont affectées par cette crise alimentaire. Près de 110 personnes sont mortes en moins de 48 heures selon les autorités somaliennes. Une situation exacerbée par la sécheresse considérée comme une catastrophe nationale. Suivant. La famine fait de plus en plus de victimes en Somalie. Le Premier ministre a annoncé que 110 personnes étaient mortes de faim ou de diarrhée en moins de 48 heures dans son pays. La semaine dernière, le gouvernement somalien avait annoncé que la sécheresse était désormais considérée comme une catastrophe nationale. 1,5 million de personnes sont affectées par la crise alimentaire en Somalie. Selon les Nations Unies, plus de 400 000 enfants sont atteints de malnutrition. Les éleveurs de la région de Bay, dans le sud du pays, sont sévèrement touchés et certains troupeaux décimés. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, est attendu au Kenya aujourd'hui pour travailler sur les conflits régionaux et la question de la famine.